Voici en tout cas les premières images de cet essai nucléaire qui s'est déroulé, donc je vous le rappelle, hier soir. Il était à peu près 22h16 en France. Bien, ces images ont donc été filmées depuis la frégate néo-zélandaise Canterbury qui se trouvait à une trentaine de kilomètres. On voit que le champignon s'est peu développé. Cela ne signifie pas automatiquement que l'explosion a raté. En effet, le champignon fait suite à l'explosion qui, elle, ne dure que quelques millionièmes de seconde et sa formation dépend autant de l'énergie libérée que des conditions météorologiques. En revanche, les observateurs néo-zélandais prétendent qu'ils n'ont vu aucune boule de feu. Alors ce serait véritablement une indication plus intéressante car toute explosion thermonucléaire commence par une boule de feu qui précède la formation du champignon. Vous voyez, ces documents ne permettent pas définitivement de trancher, évidemment, et les autorités françaises ne donnent aucune information sur la campagne en cours. Il paraît toutefois qu'il s'agissait certainement d'un essai de faible puissance, tout comme celui du 21 juillet dernier, qui n'avait dégagé que 5 kilotonnes, c'est-à-dire la moitié de l'énergie de la bombe d'Hiroshima. En effet, bien qu'il est probablement au cours de la campagne présente sera essayé un engin thermonucléaire, selon toute vraisemblance, à la puissance d'une mégatonne, des essais de faible puissance sont également importants. La France a déjà effectué des explosions thermonucléaires qui dépassent 2 mégatonnes. Seulement, il faut mettre au point la bombe, c'est-à-dire l'engin miniaturisé que les militaires veulent placer dans l'ogive à la tête du missile. L'une des difficultés consiste alors à réaliser la petite bomba qui constitue en somme le détonateur qui provoquera dans la bombe l'explosion thermonucléaire. Il se peut que les techniciens français n'aient expérimenté que cet engin hier, c'est-à-dire l'allumette de la bombe H, en quelque sorte. Et en ce cas, il est normal qu'il s'agisse d'une explosion de faible puissance. En outre, la France a décidé de s'équiper de bombes atomiques tactiques, c'est-à-dire des bombes qui devraient être tirées à faible distance du champ de bataille et qui, par conséquent, devraient avoir une puissance très limitée de quelques kilotonnes. Ainsi, il n'est pas exclu que d'autres explosions, d'autres essais de très faible puissance aient lieu au cours même de la présente campagne. Les mouvements de grève à la SNCF qui ont commencé samedi se sont poursuivis aujourd'hui. En ce qui concerne les grandes lignes, cela ne provoque généralement que des retards de l'ordre de 15 à 20 minutes. En revanche, si vous devez emprunter les lignes de banlieue des grandes villes et de Paris en particulier, renseignez-vous, le trafic est parfois réduit de moitié. À son tour, la municipalité de Nîmes vient de décider de refuser de payer l'augmentation de la taxe sur la police. Cela avait été l'un des sujets du Conseil des ministres de la semaine dernière, au cours duquel M. Marcellin avait déclaré que cela ne constituait pas une part très sensible dans le budget des municipalités, cette affaire de police, moins de 2%, avait-il dit. Référendum en Grèce, 8 millions d'électeurs se sont prononcés aujourd'hui sur les modifications de la Constitution qui, en cas de oui, renforceront la position de M. Papadopoulos. C'est lui, Georges Papadopoulos, qui sera dans quelques heures président de la première République de Grèce, car le résultat du scrutin d'aujourd'hui ne fait aucun doute. Georges Papadopoulos est l'artisan consciencieux et secret du coup d'État des colonels du 27 avril 1967. 6 millions de Grecs depuis ce matin, par 35 degrés à l'ombre, font la queue devant les bureaux de vote. À leur disposition, 2 bulletins, un bulletin oui, bleu et blanc, et un bulletin non, gris et noir. Couleur de deuil, le vote était obligatoire. Pour les électeurs, et c'est là que réside l'ambiguïté de ce référendum, il ne s'agissait pas d'approuver la création de la République. Le gouvernement l'a proclamé le 1er juin dernier, ni l'abolition de la monarchie. Il s'agissait de se prononcer tout simplement sur quelques amendements de la Constitution de 1968. Ce vote marquera un tournant dans la vie politique de la Grèce. La prochaine étape importante se déroulera l'année prochaine lors des élections législatives. Coïncidence étrange, au moment où se déroulait ce vote en Grèce, 20 explosions secouaient l'île de Chypre. Plusieurs bombes ont explosé dans les 2 grandes villes, Nicosie et Limassol. Un poste de police, une quinzaine de voitures et des camions ont été détruits. L'archevêque Makarios ce soir accuse bien sûr le général Grivas, qui bénéficie de la bienveillance du gouvernement d'Athènes, de vouloir rallumer un climat de violence entre la communauté turque et grecque. Ce matin aussi, une centaine de personnes ont été arrêtées à la suite de l'enlèvement du ministre chypriote de la Justice. C'est la première fois depuis bien des mois que la situation est si grave et si tendue dans l'île de Chypre. 21 février 1973, une autre guerre d'Indochine prend fin, c'est la guerre du Laos. Après 28 ans de combat entre les 2 frères ennemis, Suvarnabhuma le pro-américain et Suphanuvong le pro-communiste, après 28 ans d'allées et venues, de négociation en négociation,
Les représentants des deux princes signent enfin un accord de cessez-le-feu qui prévoit la formation d'un gouvernement. Un gouvernement provisoire d'union nationale dans lequel représentants de Vientiane et du Pathet Lao seront à égalité. On est décidé cette fois à laisser les armes au vestiaire, c'est la grande réconciliation entre les deux camps. Mais malgré cela, la paix ne reviendra pas tout de suite, dans la plaine des Jars en particulier, où il y aura encore de combats très durs. Mais pendant ces 5 mois, les négociations vont avancer. Et ce soir, on a appris à Vientiane, la capitale laotienne, qu'un accord définitif était intervenu entre les deux parties. Dans cet accord, 3 points importants. D'abord, un nouveau gouvernement comprenant les partisans des deux princes va être formé. Ensuite, Vientiane et Luang Prabang vont être neutralisés. Enfin, on va placer des bornes un peu partout au Laos pour marquer les positions des deux armées à la date de cet accord. Tout ça sous le contrôle d'une commission mixte laotienne et de la Commission internationale de contrôle de 1962. La deuxième guerre d'Indochine se termine donc. La troisième, elle, continue au Cambodge, tout autour de Phnom Penh. Les Khmers rouges, les partisans de Sihanouk, sont passés de nouveau à l'attaque ce matin, à 12 km de la capitale. Alors qu'hier samedi, de très violents combats s'étaient déroulés au nord de Phnom Penh. Les troupes du maréchal Lon Nol sont de plus en plus inquiets. La ville est pratiquement encerclée. Depuis hier et jusqu'à dimanche prochain, jusqu'au 5 août, se tient à Berlin-Est le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Il doit rassembler, ce festival, 20 000 délégués représentant 140 pays. La plupart des délégations viennent des nations socialistes. Une absence est pourtant remarquée, et c'est celle de la Chine populaire. Berlin-Est, des dates et des chiffres. En 1945, 70 millions de mètres cubes de ruines. Aujourd'hui, Berlin, ville reconstruite derrière son mur. La frontière, dit-on ici, accueille 100 000 participants venus de tout le pays et plusieurs milliers d'invités du monde entier, représentant 140 délégations. Berlin, ville close, qui va s'ouvrir pendant plus d'une semaine que durera ce 10e festival mondial de la jeunesse. De la jeunesse et des étudiants, précise-t-on. Et surtout, pour la solidarité anti-impérialiste, la paix et l'amitié. Vaste programme que cette fête que l'on veut tant pour les jeunes. Qu'est-ce qui prime pour vous, la fête, la ripaille ou l'action politique? Premièrement, l'action politique, puis la fête... c'est lié, quoi. Quand on travaille, on vient de terminer un mois de boulot, tu vois. Et puis après, maintenant, il y a la lutte aussi qui continue, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Hein. Qu'est-ce qu'elle recouvre, selon vous, cette action politique au sein de ce festival? L'action politique, en fin de compte, c'est la solidarité anti-impérialiste qui va s'exprimer dans toutes les langues. Vous pouvez me dire ce que c'est que l'anti-impérialisme? Unis dans la protestation et l'action contre le racisme, le fascisme, l'impérialisme, la guerre et l'injustice. Einig im Protest gegen den Rassismus, den Faschismus, den Imperialismus, gegen Krieg und Ungerechtigkeit. Unis dans l'élaboration des luttes à venir pour les droits de la jeunesse et pour un monde nouveau. On espère que ce souhait, que ce slogan formulé ne recouvre que des considérations météorologiques, car tout a bien été organisé, un peu trop bien même ici, où le service d'ordre est omniprésent. On espère toutefois que c'est la fête, la joie qui va dominer, malgré le caractère extrêmement politique de ce festival.
On reconnaît Yasser Arafat, le chef du mouvement palestinien, dans la tribune officielle. Sa présence ici semble avoir été dictée par la crainte que ne se renouvelle un nouveau Munich, et peut-être aussi parce que sentimentalement, cette manifestation représente quelque chose pour lui, qui s'était rendu en tant qu'étudiant à un précédent festival. Henri Charrière, papillon, est mort la nuit dernière dans une clinique de Madrid. L'ancien bagnard, devenu, vous le savez, l'un des écrivains les plus connus, les plus controversés aussi, souffrait d'un cancer de la gorge. Il venait d'être opéré à 2 reprises. Il connaissait sa maladie et il savait qu'il avait peu de chances de s'en sortir. Papillon, un personnage que le public avait finalement découvert il y a peu de temps, parfois irritant, envahissant, parfois aussi émouvant. Vous l'aviez vu à de nombreuses reprises et son livre avait été un des gros succès mondiaux de l'édition. Il n'en aura pas profité très longtemps. 60 ans, un aventurier, il croit tout connaître, des filles, il en a eu plus que ce qu'il a voulu. Et il croit, cet homme, qu'il ne peut pas, malgré son âge, un jour tomber amoureux. Parce qu'il croit qu'il est de l'acier, c'est du fer. Est-ce que vous avez l'intention de refaire du cinéma, soit comme scénariste, soit comme acteur? Scénariste, sûr. J'ai déjà 3 scénarios de faits. Acteur, je ne sais pas. J'aimerais faire un défi à un grand acteur. Un tête-à-tête. Avec Gabin? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez le trac? Qu'est-ce que c'est ça? Et alors, qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie? La nature. Un tremblement de terre. Un raz de marée. Un typhon. Ni un homme, ni une foule. Pas possible. Impossible. Pour la première fois, les 3 nouveaux astronautes de Skylab se sont réveillés ce matin dans l'espace au moment où leur laboratoire passait au-dessus de l'Australie. Les 3 hommes se portaient plutôt mieux. Hier soir, ils avaient ressenti des nausées qui n'avaient pourtant pas surpris les techniciens de la NASA. Le phénomène était connu et attendu. Ils souffraient aussi de la chaleur. La température était trop élevée à l'intérieur de Skylab, mais cela devrait s'arranger d'ici mardi prochain. Et aujourd'hui, le thermomètre s'est stabilisé à une hauteur convenable. Les astronautes s'installent. Ils sont là pour 59 heures. Pendant ce temps-là, sur Terre, on s'efforce tant bien que mal de protéger la nature. Depuis aujourd'hui, la France a décidé la création d'une zone de protection des oiseaux sur l'ensemble du littoral. On installera des escales pour les oiseaux migrateurs, des nids pour la reproduction et des refuges pour le casse-graine. S'ils sont migrateurs, ils pourront faire escale chez nous. Pingouins, mouettes, éders et fous de bassan bénéficieront de lieux de nidification dotés de tout le confort moderne. Et si les oies bernaches, les sarcelles d'hiver et les avocettes veulent passer l'hiver en France, des aires spécialement équipées, sortes de motels pour animaux, les accueilleront. Pour l'avifaune, notre pays sera désormais celui de la douceur de vivre. Et le jour même où paraissait ce décret du ministère de l'Environnement, s'ouvrait la saison de la chasse dans 53 départements. C'était en effet aujourd'hui l'ouverture en ce qui concerne le gibier d'eau. L'ouverture de la chasse, plus les retours de gibier, plus les départs du mois d'août. Décidément, tout coïncidait pour faire de ce week-end un grand chassé-croisé sur les routes. Inévitablement, il y a eu des bouchons parfois gigantesques. Au Pertus, par exemple, il y avait des files de voitures de 50 km de part et d'autre de la frontière. L'actualité sportive de ce week-end commence d'ailleurs par un accident d'automobile. Nous en avons parlé au début de ce journal. Il faut quand même revenir à l'aspect purement sportif de ce 21e Grand Prix de Hollande de Formule 1 qui a été remporté par l'Écossais Jackie Stewart. En cyclisme, plusieurs critériums. Le premier a été remporté par Ocaña
à Pleurtruit, un joli nom en Ille-et-Vilaine, le second par Poulidor, et cela se passait à Soissons, et pendant ce temps-là à Reims, Alain Van Lancker sur piste emportait le titre de champion de France de demi-fond. Mais ce que l'on retient surtout du week-end, c'est le record battu par Ole Ritter, le record de l'heure derrière moto. Le Danois Ole Ritter est du reste coutumier du fait. Il faut le rappeler, été recordman de l'heure, un record qu'Eddy Merckx détient aujourd'hui pour l'avoir battu à Mexico. Ce record du monde de l'heure derrière moto était déjà la propriété du Danois qu'il avait établi à Ordrup au Danemark. Un record qu'il a battu hier soir à Trieste, couvrant 691 mètres de plus, le portant à 77 km 521. Ole Ritter a couvert 187 tours de l'anneau de Pordenone, le vélodrome de Trieste, à la moyenne de 18 secondes 5 dixièmes au tour. Le tiercé de cet après-midi à Maison Lafitte, il a été remporté par le 306 Maleficus, suivi du 302 Fort Coolmore et du 312 Prince Rod. Il fallait donc jouer le 6, le 2 et le 12, et ce tiercé rapporte dans l'ordre et pour 1 franc 362 francs, et dans le désordre 72 francs et 40 centimes, 362 et 72 francs 40 centimes. Éric Tabarly vient de présenter son nouveau bateau, le Penduic 6. Il a été mis à flot pour la première fois à Brest. Dans la série des Penduic, le précédent s'était couvert de gloire avec Alain Collat. Cette fois, Éric Tabarly a utilisé des techniques de fabrication très avancées. C'est le petit dernier de la dynastie des Penduic, le plus original aussi. Pour lester le bateau, l'architecte marseillais André Mauric a utilisé pour la première fois l'uranium, le plus lourd de tous les métaux. Ainsi, il a pu dissimuler dans l'aileron une masse de 15 tonnes qui abaisse le centre de gravité de Penduic 6 de 15 cm. La coque en aluminium est longue de 22 mètres. De nombreuses pièces sont en titane, métal aussi résistant que l'acier et aussi léger que l'aluminium. Une première pour la construction navale. Les deux mâts de 25 et 12 mètres en aluminium supporteront une voilure de 260 mètres carrés et des spinakers de 340 mètres carrés, gare aux mouettes. Un moteur diesel de 90 chevaux facilitera les manœuvres dans les ports. Cette étonnante machine de mer abritera à bord 14 personnes. Il reste 40 jours à Tabarly et ses équipiers pour connaître les humeurs de Penduic 6. Le 8 septembre, ils rallieront Portsmouth, où sera donné le départ de la course autour du monde. Longue de 38 000 miles, cette course opposera pendant 8 mois les meilleurs voiliers. Escale prévue, Le Cap, Sydney, Rio de Janeiro. La troisième étape, Sydney-Rio, sera la plus spectaculaire. Les bateaux devront franchir le redoutable Cap Horn. Pour tester Penduic 6, Tabarly participera à quelques grandes courses dans la Manche. Comme d'habitude, à cette époque, le cinéma traverse un peu le creux de la vague. Les producteurs n'aiment pas tellement sortir leurs films pendant l'été. Les distributeurs, eux, préfèrent programmer quelques bons vieux succès de la pellicule. En revanche, on tourne beaucoup, et Claude Chabrol en particulier, qui a choisi d'adapter le roman d'un jeune auteur de série noire qui se fait appeler J.P. Manchette. Le film, lui, s'intitule Nada, et on retrouve un thème qui est souvent d'actualité, celui de l'enlèvement et celui des otages. La nouvelle vague a pris des rides, et son prophète, Claude Chabrol, quelques cheveux blancs. Mais quand Chabrol tourne, même si ce n'est plus tout à fait du cinéma d'avant-garde, mais un retour au cinéma de papa, quand Chabrol tourne, ça vaut le déplacement. À 2 pas de mots, sans vedette confirmée, mais avec des acteurs sûrs comme Michel Dujossois, Maurice Garrel et Lou Castel, une fois de plus, il nous prépare une histoire. C'est l'histoire d'un petit commando de nihilistes qui enlève l'ambassadeur des États-Unis, et à ce moment-là la machine policière se met en route et les écrase. Et puis il y a une chose qui m'a intéressé, c'est de montrer qu'à toute action terroriste un peu irréfléchie est opposé un contre-terrorisme beaucoup plus violent, beaucoup plus fort, beaucoup plus réfléchi. Alors ils sont 6. Il y a une centaine de policiers. Évidemment, le résultat ne se fait pas attendre. C'est évidemment imaginaire, enfin, c'est un produit de l'imagination, mais c'est la preuve que ça n'est pas inimaginable.
Et en fait, récemment, il y a eu cette histoire de Boeing extrêmement étrange, enfin, mystérieuse, et j'ai l'impression que les types qui ont enlevé ce Boeing sont un peu dans le genre des types qu'enlève l'ambassadeur des États-Unis dans mon film. L'oreille, ça fait bien. Il est pas mal. Ça va, hein, sur la chemise. Avant de refermer ce journal, il nous reste à jeter un petit coup d'œil sur la météo. C'est important aujourd'hui. Ce n'est pas encore l'idéal puisque demain la France restera sous l'influence d'un courant frais venu de l'Atlantique. Le temps restera ensoleillé dans le midi demain matin et près de l'Atlantique également. En revanche, le ciel sera couvert de la Manche orientale à l'Alsace et au Jura avec de faibles pluies passagères. Ailleurs, le ciel sera nuageux. L'après-midi, le temps restera beau dans les régions méridionales malgré quelques orages. Ailleurs, de belles éclaircies, mais les températures resteront basses pour la saison. C'est Pierre Lavigne qui vous présentera notre dernier rendez-vous d'information vers 22h20. Bonne fin de dimanche et excellente soirée à tous au nom de l'équipe d'INFZ.